Comment voyez-vous l'évolution surtout du marché chinois et de l'économie chinoise qui a traversé quand même un parcours assez atypique, voilà, si on parle des parcours assez classiques dans les théories économiques. Moi, j'ai une formation politique, philosophique, économique. Ça m'intéresse beaucoup de théoriser et de regarder les modèles de développement économique. Je lis beaucoup de choses sur le sujet. Hmm. Mais en fait, ce que me suscite mon observation quotidienne en travaillant avec les clients de Roland Berger en Chine, des clients chinois, des clients étrangers, c'est qu'au fond, euh, il y a une ossature théorique très forte derrière le modèle de développement chinois, mais il y a aussi et peut-être surtout un pragmatisme, une agilité, une flexibilité extraordinaire, une ingénuité, une capacité à réorienter la direction ou à infléchir la direction en fonction des résultats des cycles très courts. Et tout ça dans un marché avec des consommateurs qui sont très exigeants. Je crois que les consommateurs chinois, les clients chinois aussi, les entreprises chinoises dans le monde des affaires sont très exigeants et adoptent ou rejettent un produit ou un service très rapidement. Alors la mauvaise Hmm. nouvelle, c'est qu'on peut rejeter très rapidement si on lance un produit. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut essayer autre chose. Donc on a la coexistence assez unique en fait de cycles longs qui sont les cycles de planification avec une détermination qui est celle d'un État et d'une nation qui veut accomplir des choses et qui se fixe des objectifs avec des horizons de temps différents et une maille minimale de 5 ans de Hmm. plan quinquennal. Mais ça, cet horizon de temps long coexiste avec des cycles très courts. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire et en effet, tout ce qu'on voit aujourd'hui comme réalisation dans le secteur nucléaire en Chine, c'était planifié il y a 30 ans. Et ça a été Hmm. réalisé, ce qui est extraordinaire. Il y a pas beaucoup de programmes dans le monde où on peut se dire quelque chose a été pensé plusieurs décennies auparavant et a été exécuté très patiemment. Il y a le Hmm. programme nucléaire français qui a sûrement aidé comme un exemple intéressant. Il y a envoyé des gens sur la Lune dans les années 60, et puis il y a la planification chinoise. Et pour moi, ça se compare très bien, mais ça n'enlève rien à l'agilité et à la réactivité quotidienne que l'on constate tous les jours. Une chose qui est très importante aussi dans le modèle, c'est cette obstination pour l'intérêt général. Donc, au fond, parce que l'État a une certaine direction et est prêt à mettre toutes les ressources financières au service de cette direction et de ses objectifs, au fond, il n'y a pas trop de débat sur certains investissements qui servent l'intérêt général et qui n'ont peut-être pas une rentabilité immédiate. Et donc c'est un débat qui est omniprésent dans les sociétés occidentales, que ce soit aux États-Unis, on le voit bien, où il y a ce débat sur les infrastructures, avec un tournant peut-être avec la nouvelle administration américaine qui réinvestit dans les infrastructures pour essayer de résoudre des problèmes et un écart très fort avec les infrastructures d'autres pays. Et Hmm. puis même en Europe, où les infrastructures sont sans doute meilleures qu'aux États-Unis, il y a toujours ce débat, est-ce que je construis une ligne à grande vitesse supplémentaire qui va coûter très cher et dont la rentabilité n'est pas garantie. Mais au fond, la rentabilité n'est peut-être pas garantie, mais l'intérêt général d'effectivement désenclaver une région, il ne se mesure peut-être pas à la rentabilité, même sur une période assez longue, d'une Hmm. ligne ferroviaire. Ce débat, évidemment, n'existe pas en Chine, ou existe moins, et ça aide beaucoup, et ça a beaucoup aidé ce développement. C'est évidemment un modèle très différent.